Merci et bonjour à tous. Merci de braver la salle qui n'a pas de clim. Euh, Ça fait un demi-siècle que les systèmes d'information nous aident à prendre des décisions et beaucoup de technologies d'analyse décisionnelle ont été inventées et développées. Moi, je retiens 3 jalons principalement. Les bases de données relationnelles, bien sûr, le couteau suisse de l'analyse décisionnelle. Plus récemment, la technologie OLAP, qui permet à la demande de réaliser des traitements analytiques sur de larges volumes de données. Et encore plus près de nous, les technologies dites de CEP, Complex Event Processing, qui permettent de travailler sur des événements, c'est-à-dire des données en temps réel. Et aujourd'hui, je vais essayer de me pencher sur les forces de ces deux technos, OLAP et CEP, et me poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les deux en même temps? Ce qu'on aime dans l'OLAP, c'est une navigation intuitive dans les données. Partir d'une vue d'ensemble et descendre selon le fil de la pensée vers le détail. Prenons l'exemple d'un marchand international qui réalise des millions de transactions dans le monde entier et regarde l'agrégat total de ses pertes et profits. Les voilà, et on pourrait avoir envie de regarder comment elles se ventilent par région dans le monde. Donc là, on s'aperçoit que la région Asie est en retard par rapport aux autres. Donc on voudrait voir le détail des pays dans la région Asie. Donc on descend dans les détails. On voit que c'est apparemment le Japon la cause de la mauvaise performance. Et là, on introduirait une autre dimension, par exemple. On regarderait par type de produit. Et on comprend que c'est le secteur automobile au Japon qui est la cause de ma mauvaise performance. Donc une navigation intuitive, moi je trouve que c'est la meilleure façon de plonger dans un gros volume de données et de comprendre ce qui se passe, l'OLAP. Mais par contre, sur le techno-OLAP traditionnel, s'il y avait une grosse vente réalisée maintenant là, au Japon, je ne la verrais pas dans mon rapport. Au mieux, après qu'elle ait traversé les différentes chaînes du SI, je la verrai demain, après-demain ou la semaine prochaine, quand elle aura été intégrée dans tous mes data warehouse. Et pourtant, je pense qu'il y a de plus en plus de métiers aujourd'hui où apprendre demain ce qu'il aurait fallu faire aujourd'hui, c'est plus très utile. Évidemment, on pense à la finance, le trader qui couvre ses risques en fonction des fluctuations de la bourse. Bon. Mais il y a d'autres exemples. Imaginez un gros site de e-commerce qui dépense des millions en mots-clés Google sur le mot-clé téléviseur Panasonic, par exemple. Il a vraiment intérêt à se réajuster si son stock de téléviseurs s'épuise ou si les visites ne sont pas transformées en ventes. Et les exemples se multiplient. Et aujourd'hui, quand on a ce besoin d'instantanéité, donc des indicateurs de suivi recalculés en temps réel, on pense plutôt au CEP. Le même marchand international pourrait déployer une application de ce type, une application CEP, où dès qu'il y a une vente en Europe, les agrégats sont mis à jour et l'information est poussée vers moi. S'il y a une dépense aux États-Unis, pareil, mise à jour des agrégats, l'information est poussée vers moi. Donc ça, c'est l'instantanéité, la possibilité de réagir en temps réel, ce qu'on apprécie dans le CEP. Par contre, aujourd'hui, les technos de CEP, si je voulais voir le détail par pays des USA ou introduire, ventiler par type de produit, comme je l'ai fait tout à l'heure, a priori, je ne peux pas. Une requête, un écran comme ça en CEP, c'est quelque chose de figé. On gagne le temps réel, mais on perd la navigation puissante qu'on avait dans l'OLAP. En fait, la synthèse que je veux faire, et c'est là que c'est assez important, c'est que l'OLAP, ce sont des données statiques traversées par des flux de requêtes, alors que le CEP, ce sont des requêtes statiques traversées par des flux de données. Il y a donc une assez forte antinomie entre les deux technologies, et le parcours pour les réunir est semé d'embûches. Et la suite de la présentation, qui contient pas mal d'éléments autobiographiques, c'est justement le parcours d'un ingénieur qui essaierait de marier OLAP et temps réel. Alors, la première embûche n'est pas tant technique qu'organisationnelle. Il y a une sorte de modèle qui s'est mis en place dans les entreprises pour l'analyse décisionnelle qui consiste à enfourner toutes les données de l'entreprise dans un gros data warehouse en utilisant des batchs qui prennent un certain temps. Et ensuite, ce data warehouse est tellement gros qu'il devient impraticable et qu'avant de faire de l'analyse, on est souvent obligé de réextraire des portions de data vers d'autres systèmes qui servent à l'analyse.
donc ce qui rajoute du temps sur la chaîne avant que les utilisateurs puissent commencer leur travail d'analyse et leur prise de décision. Donc, cette architecture a évidemment le défaut d'introduire un délai entre la disponibilité de la donnée et l'analyse, mais surtout pour notre cas de temps réel, elle barre la route complètement au temps réel à cause d'une multiplication d'intermédiaires. Nous, ce qu'on veut pour notre nouvelle technologie, c'est passer directement de la donnée aux agrégats, sans toutes ces chaînes de batch. Et pour vous sensibiliser à la difficulté que ça représente, je prendrai l'analogie du départ en vacances et de l'exercice de charger les bagages dans le coffre. L'algorithme le plus standard consiste à mettre tous les bagages par terre, à côté de la voiture, et avec une vue d'ensemble, optimiser le rangement dans le coffre. Donc ça, c'est un algorithme de type batch. Imaginez maintenant qu'on vous passe les bagages un par un, sans trop vous prévenir de ce qui reste derrière. Votre cerveau va devoir mettre en place un raisonnement très très différent. Pour l'OLAP en temps réel, c'est pareil. Ça veut dire qu'on ne fera pas du neuf avec du vieux. Il faut réécrire jusqu'aux structures élémentaires, des structures de données, pour les rendre incrémentales. Ce n'est pas le seul problème. Une des plus grandes difficultés en OLAP qui touche tous les acteurs et que les initiés appellent « the curse of dimensionality », donc la malédiction du multidimensionnel, c'est le fait que le nombre d'agrégats OLAP explose littéralement avec le nombre des dimensions qu'on analyse. Alors, regardez sur cet exemple simpliste, avec seulement 2 transactions et 3 attributs, je n'ai même pas eu la place de représenter tous les agrégats sur mon slide. Alors imaginez, avec des milliards de données et des centaines de dimensions, le cataclysme que ça représente en termes d'agrégats. Donc, moi, aujourd'hui, je vais proposer une solution à ce problème qui matche particulièrement bien avec l'OLAP temps réel, mais on n'est pas les premiers à se pencher dessus, bien sûr. Vous connaissez peut-être les termes de ROLAP ou MOLAP. La technologie ROLAP consiste à ne calculer aucun agrégat à l'avance, donc à les recalculer à la volée, à chaque requête, ce qui est beaucoup trop lent pour faire du temps réel. Et l'autre grande idée, c'est ce qu'on appelle le MOLAP, qui consiste au contraire à précalculer tous les agrégats pour qu'ils soient prêts, mais qui, elle, consomme énormément d'espace et, à nouveau, interdit le temps réel à cause des volumes de mise à jour qu'elle implique. Tout cela nous amène à des considérations hardware. La raison pour laquelle le ROLAP et le MOLAP ne permettent pas de faire de l'OLAP temps réel, c'est peut-être parce qu'elles ne sont plus en phase avec les tendances actuelles du hardware. Regardez sur ce tableau des ordres de grandeur où on voit que le temps d'accès à un disque dur, est 100 000 fois plus lent que le temps d'accès à la mémoire. Ça veut dire que 1 seconde en mémoire, c'est pratiquement 2 jours sur le disque dur, pour vous donner un ordre de grandeur. Et même la mémoire, ce n'est pas la panacée. La mémoire va être même 200 fois moins vite que les processeurs et les caches à l'intérieur des processeurs. Et le problème est encore plus fort maintenant que les cœurs se multiplient. Donc les processeurs contiennent de plus en plus de cœurs, accélérant encore leur performance par rapport à la mémoire qui, elle, reste centrale. Et ça nous donne 2 idées très, très fortes. La première, c'est qu'il faut sans doute calculer plus pour stocker moins. C'est un peu contre-intuitif, mais aujourd'hui, avec le hardware moderne, il est plus rapide de calculer quelque chose que de le lire en mémoire. Ouais, c'est vrai. Donc ça nous donne l'idée, pour notre problématique d'OLAP temps réel, d'agréger à la volée et de mettre le plus possible à profit les multicœurs, de faire du calcul parallèle. Et la deuxième idée, encore plus naturelle, c'est qu'il faut retirer les disques durs du chemin critique de nos applications. La lenteur est terrible, il faut travailler en mémoire. Et ça devient assez raisonnable aujourd'hui. Avec ma carte bleue, je peux aller sur le site web de Dell et pour le prix d'une voiture de sport, m'acheter un serveur qui a 1 téraoctet de RAM. Et avec 1 téraoctet de RAM, 99% de toutes les bases de données dans le monde pourraient tenir. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Michael Stonebreaker, une des légendes vivantes de la base de données. Donc il faut travailler en mémoire. Ça vient avec pas mal d'implications, bien sûr. La mémoire est précieuse, il faut l'utiliser avec parcimonie. Ça veut dire qu'il faut compresser les données que l'on stocke dans la mémoire. Et pourquoi je parle de la compression, c'est parce que ça représente un challenge de plus pour nous qui voulons travailler en temps réel et en incrémental. En effet,
si vous compressez un document Word dans un fichier zip, par exemple, il est plus possible de modifier le document Word à l'intérieur du zip. Pour nous, on a pourtant le besoin incrémentalement de changer en temps réel les contenus de nos données. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des techniques de compression en mémoire qui soient incrémentales. Des compressions qu'on puisse quand même mettre à jour en temps réel. Alors, à titre d'exemple, je vous en donne une, la compression par dictionnaire, qui marche particulièrement bien avec les technologies OLAP, et qui consiste simplement à chacun des attributs d'un champ d'associer un numéro unique. Par exemple, France 0, Allemagne 1. Et on devine évidemment que stocker des 0 et des 1, c'est beaucoup plus compact que de stocker les noms des pays. C'est donc une compression. Et puis, si je remplace un 0 par un 1, donc je fais une mise à jour incrémentale de mes données. Donc, on avance assez bien jusqu'ici, mais il reste la difficulté majeure de l'OLAP qu'on a évoquée tout à l'heure, la malédiction du multidimensionnel. Et c'est maintenant que, inspiré par mes considérations sur le hardware, je présente une solution simple qui permet de vaincre la malédiction du multidimensionnel. L'idée consiste, à partir des données initiales, par exemple les transactions de mon marchand, de les consolider par combinaison unique d'attributs, un peu comme un group by sur une base de données. Ce qui nous donne un jeu d'agrégats primitifs, et la taille de ce jeu est considérablement plus petite que les données de départ et énormément plus petite que les agrégats potentiels. Et les agrégats primitifs présentent des propriétés fondamentales qui sont exactement celles qu'on attendait pour l'OLAP temps réel. D'abord, si une donnée en entrée change, donc je reçois une nouvelle transaction, quelque chose change en temps réel, ça n'aura un impact que sur un seul agrégat primitif. Donc c'est particulièrement facile d'instantanément mettre à jour les données. Il n'y a qu'une zone à changer. Et deuxième propriété fondamentale, il est possible de recalculer tous les agrégats finaux uniquement à partir des agrégats primitifs. Tout est là, toute l'information y est. Et de plus, passer des agrégats primitifs aux agrégats finaux, et on imagine que c'est un calcul assez simple, linéaire et facilement parallélisable justement sur les architectures multicœurs. Et donc voilà comment finalement des idées assez simples, mais qui mettent bien à profit la tendance du hardware moderne, permettent dès aujourd'hui de faire de l'OLAP temps réel. Et c'est une technologie qui existe, et c'est pourquoi j'avais envie de conclure ma présentation par un bref aperçu de ce qu'on peut faire avec le l'OLAP temps réel. Donc j'ai une petite application de démo qui reprend l'exemple du marchand international. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de transactions qui sont agrégées, et toutes les secondes, on génère des nouvelles transactions aléatoires. Donc là, je regarde le grand total, finalement. On voit que les agrégats changent en temps réel, un peu comme un dashboard de CEP. Sauf que là, j'ai la puissance complète de la technologie OLAP. Choisir, par exemple, la dimension de la géographie pour ventiler ces totaux par région, sans jamais briser le flux temps réel d'agrégation. Regarder le détail par pays au sein de l'Asie pour retrouver la mauvaise performance du Japon. Ou enfin, introduire une autre dimension, le type de produit, pour retrouver la mauvaise performance du Japon sur le secteur automobile. Voilà. Voilà. Alors bon, pour cette démonstration qui tourne sur un laptop, il y a à peu près 10 millions de transactions, mais les clients de la technologie, c'est plutôt 100 milliards de données et 100 dimensions. C'est une technologie qui passe très très bien à l'échelle. Et j'espère, à travers cette présentation, vous avoir convaincu que c'était possible maintenant de faire de l'OLAP temps réel. Et j'espère que ça libérera votre créativité dans le prochain design d'application d'aide à la décision que vous concevrez. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'on a des questions?
on a un peu plus de temps pour les questions. Vous avez dit que c'était prévu ou conçu ou adapté aux très grosses volumétries. Vous avez eu l'occasion de déployer sur des très grosses volumétries? J'évoquais le cas de 100 milliards donc de données sur une centaine de dimensions, qui est une application qui tourne en production. Oui. Donc, je pense que c'est pas mal quand même. Ouais. En effet. L'exemple que vous prenez avec les 100 millions en production, c'est un client de Quartet FS, c'est ça? Oui, enfin, oui. Vous avez des références, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Je ne pense pas être sous le secret. Le client, c'est la banque HSBC qui réalise un calcul financier qui s'appelle la value at risk, et qu'elle fait globalement, donc pour toutes ses implantations mondiales, avec une seule instance d'actifs pivots. Beaucoup de clients de la finance, bien sûr, chez Quartet, qui sont souvent les premiers consommateurs des technologies innovantes, mais nous sommes en pleine diversification vers le e-commerce et les télécoms. D'accord. Et je connais peu les produits décisionnels, mais les grands acteurs du décisionnel vont dans la même direction également? Sont en retard? Est-ce qu'il y en a qui... Je pense qu'on a une avance importante parce qu'on a fait le choix de dire on veut faire de l'OLAP temps réel, on repart de zéro pour le faire, là où les autres essayent d'accélérer ou d'améliorer leur existant. Donc oui, je pense qu'on a encore 2 ou 3 années où finalement sur cette niche précise, on est un peu les seuls. Ok, merci. D'autres questions? Et votre solution, c'est à la fois du hardware, du software, ou vous tournez sur du hardware banalisé? Non, il se trouve que la technologie qui s'appelle Active Pivot tourne sur n'importe quel type de hardware. La technologie sous-jacente, c'est le Java. Et au contraire, on fait un effort qu'elle puisse tourner sur ce qu'on appelle le commodity hardware. Les serveurs de base qu'on peut acheter chez Dell, par exemple, etc. Pas de techno propriétaire pour faire tourner Active Pivot. Une de moi, par contre, HSBC, ça tourne sur quelque chose qui pulse un peu, ou c'est parce qu'ils ont scalé du Dell en grande quantité? Le cas d'HSBC, dont je parlais tout à l'heure, ils doivent avoir 500 gigas de RAM, ce qui n'impressionne plus personne aujourd'hui, et puis un serveur avec des Xeon, des Intel Xeon, 4 processeurs multicœurs sur le serveur. Voilà. Des choses assez raisonnables. Toujours sous la barre des 100 000 € pour le hardware. Une dernière question. Comment gérez-vous la persistance des données? En général, la persistance est assurée en amont par d'autres systèmes. C'est-à-dire que la technologie pure Active Pivot ne contient que le cube et ne persiste pas elle-même les données. Donc c'est vraiment une technologie d'aide à la décision. Ça n'est pas une base de données supplémentaire. Alors, bien sûr, l'outil a des capacités uniques, mais avant tout, il implémente tous les standards de l'OLAP. Vous connaissez peut-être le langage de query MDX, qui est complètement supporté par Active Pivot, en plus d'API natives en Java ou de web services, si on rentre un peu plus dans la technologie. Là. Comment vous récupérez en cas de sinistre pour recharger les données? Alors, le cas le plus fréquent, c'est de recharger depuis la source. Là, je rentre dans les détails techniques de ma technologie, mais le moteur de chargement d'Active Pivot en fait, est extrêmement performant. On charge des millions de données par seconde, rendant possible un redémarrage à chaud qui part des données elles-mêmes.